Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous. Une journée sans les vraies voix ne serait pas une journée normale. Moi je dis non. Je dis oui, je vote pour. Je vote pour. Ouais, Qui vote pour? Et une journée sans les vraies voix. Oui, ouais. sans vous surtout. J'aimerais tellement que la direction. Les hostilités. J'aimerais que la direction nous entende. C'est de l'amour en fait. Oui. Maintenant c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Non, À ce stade, oui. J'aimerais que la direction nous entende et dise que nous aimerions faire une journée des vraies voix sans Philippe David. Ouais, Cécile, on la garde, bien sûr. Et David Philippe, ce serait possible ou pas? Ben, pourquoi pas? David Philippe n'est pas le même personnage que Philippe David. C'est comme il y a Gainsbourg et Gainsbar. Voilà, c'est ça. c'est fils de David. Ça serait pas mal. Tu vois? Eh ben moi, je suis bien contente de vous avoir. Moi aussi, Cécile. Ça me fait plaisir. Malgré le regard torve et fourbe de Françoise Devoix. C'est toi qui es fourbe, c'est pas moi. Je t'aime, moi non plus. Voilà. En tout cas, merci de nous accueillir où que vous soyez. Je ne sais pas si vous êtes au bureau, à la maison, vous faites peut-être du télétravail ou en voiture. Ou du crochet. Ou du crochet, absolument. Il y a de moins en moins de gens qui font de crochet. Eh ben, écoutez, c'est une activité intéressante. Écoutez, envoyez-nous des photos si vous faites du crochet, parce que finalement, c'est une passion comme une autre. Oui, mais qui se perd. Et pourtant, la dentelle au crochet, c'est très joli. Oui, mais il y a d'autres formes de crochet. Dentelle d'Alençon. Si vous pouvez marcher dans le couloir, il y aura un crochet peut-être au monde du gauche. En tout cas, on est ravis de vous retrouver 0826 300 300. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur le rapporteur public du Conseil d'État qui s'est prononcé en faveur du collectif des hijabeuses qui militent pour le droit de jouer voilées en compétition, en référence à la FIFA qui autorise le port du hijab depuis 2014. Le rapporteur public a demandé l'annulation de l'article 1 de la Fédération française de football qui exclut toute carrière ou compétition une joueuse qui pourrait porter le voile, Philippe. Oui, en attendant la décision finale du Conseil d'État qui très majoritairement suit les avis du rapporteur. Les réactions vont bon train. Pour certains, c'est l'importation dans le football des revendications communautaires. Pour Gérald Darmanin, cette décision sonne comme un coup de boutoir contre la République. Alors, est-ce que vous pensez qu'on risque d'ouvrir une grosse boîte de Pandore, puisque si on accepte dans le football, on va l'accepter dans le handball, dans le rugby, dans le basket, dans le tennis et partout, et puis le burkini? Ou est-ce que pour vous, c'est dans l'air du temps, le hijab pour le football? Pourquoi pas? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Une autre question sur notre compte Twitter. Faut-il autoriser le hijab pour les terrains de sport? C'est un grand non à 90%. 0826 300 300. Bien entendu, on vous attend au standard. Et puis à 18h30, notre coup de projecteur des vraies voix pour lutter contre le faible taux de recouvrement des amendes pour consommateurs de drogue. Emmanuel Macron veut permettre le paiement immédiat en carte bancaire ou en liquide. D'ici la fin de l'été, les agents seront donc équipés de 5000 terminaux de paiement. Philippe. Oui, et un dispositif qui soulève beaucoup d'inquiétudes et surtout chez les syndicats de policiers qui dénoncent une fausse bonne idée et estiment qu'il n'est pas du ressort des policiers et des gendarmes de prélever les amendes. Oui, ils sont fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, mais pas du Trésor public. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irréalisable, comme le disent les syndicats de policiers? Est-ce que c'est dangereux puisqu'ils vont avoir de grosses sommes en liquide pour eux? Ou est-ce que c'est une bonne idée ou que c'est même carrément à tester? Venez nous le dire au 0826 300 300. Alors, à cette question qu'on vous a posée, que pensez-vous de cette collecte des amendes pour consommation de cannabis par les policiers? On vous propose, c'est irréalisable, c'est dangereux, c'est une bonne idée, c'est à tester. Pour l'instant, c'est irréalisable à 59% et c'est dangereux à 26% et c'est à tester à 12%. Voilà, comme ça au moins tout le monde peut s'y retrouver. 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et the real voice of the world. Philippe Billiger est avec nous. Ouais. Il a un petit côté américain. You speak very well. Yes, I'm fluent in English. Non, il n'a pas du tout un côté américain. Non, pas du tout. Non, mais c'est vraiment la quintessence de la France. Ah non, pas du tout. Physiquement, il pourrait être président des États-Unis. Mais je suis bien d'accord. Mais on nous comparait à Moi, je trouve qu'il ressemble à Richard Nixon. On me l'a dit souvent. Malheureusement, je n'ai jamais eu la capacité de faire son premier mandat exceptionnel. Non, mais le premier était exceptionnel, je suis d'accord avec toi. Le second, beaucoup moins bon. C'est pas terminé. Il avait menti un peu. Oui, d'accord. Enfin, Vous bon, le connaissez Vietnam, tout ça, ça vous parle? Le Vietnam, tout ça, Vous connaissez le vrai nom
de Richard Nixon? Non. C'est Richard Nixon va ouvrir. Voilà, bon, ça c'est ma blague du jour. Allez, elle est très bonne. J'ai mis un millième de seconde pour la comprendre. L'influence de Philippe ça David marche sur cette femme, aussi c'est affreux. avec Michael Jackson, bien entendu. Et ça ne fonctionne pas avec Françoise de Gaulle, était avec nous, éditorialiste Bon, si Sud de quoi Radio je me LC. mêle, alors si ça, voilà, tu peux dire comme ça. Oui, c'est vrai, elle est très Elle a adaptée. été faite souvent. Elle est sur mesure, celle-là. La fille de joie aussi. La fille de joie et de quoi je me mêle. Les deux, tout va très Mais bien. c'est vrai que vous êtes joyeuse. Tout le temps. Ça, c'est vrai, je mourrai joyeuse aussi. Après avoir emmerdé Philippe David copieusement. Ouais, il lutte, le pauvre, il lutte. Sophie Gauguin est avec nous, vice-présidente de la région Normandie. Mais oui. Bonjour Allez, Sophie. on y va. pleine Pour forme. Sophie, les vaches blanches. Surtout que les vaches normandes ne sont pas du tout blanches et noires, quoi. Ce sont les Holstein, et les vaches normandes Absolument. sont blanches et marron. Donc ça veut dire que tu es en train de Donc dire déjà, il y a une grosse. mentir. Oui. Une vision à peine Je vous apprends caricaturale quelque de la Sophie, Normandie. Voilà. Sophie, je préfère Remettons l'église au milieu je du préfère village. qu'on arrête cette émission. Alors moi, sur une info comme ça, on fera jamais Moi, mieux. je suis hyper J'ai un déçu. scoop Mais pour moi vous. aussi. Mais ils nous Les ont vaches menti. normandes sont blanches et marron. Alors, Eric, Stone et Chardin nous ont Exactement. menti. Nous en mentis. Voilà. Moi, je propose qu'on demande Allez, à je vous casse Baptiste. votre effet là. mais- Baptiste, notre vraie voix du jour, qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Je vais y arriver. Beyoncé, nous sommes pas depuis Beyoncé. Baptiste, comment ça va? Ça va Baptiste? Pas facile à dire, Oh, ça va très écoutez, bien. une petite moquerie ne fait pas de mal, vous avez raison, je bafouille beaucoup. Vous saviez que les vaches normandes n'étaient pas blanches et noires? C'était une information qui m'était parvenue, mais à laquelle j'ai beaucoup de mal à croire. Il est excellent. Oh, on en tient un, Ça, là. c'est pour venir en Normandie. D'une Voilà. mauvaise foi, je sens là ce soir. Ouais, c'est terrible, Ah, c'est il terrible, c'est peut terrible. s'asseoir à Il notre répond très table. bien. Il il est travaille très dans la bon. com, vous savez ce que c'est. Ah oui, il travaille dans la com, il est bon, il est bon. il est Baptiste, excellent. on est ravis de vous accueillir, vous êtes Ouais. dans les Hauts-de-Seine. Vous faites quoi dans la vie? Donc dans la com, mais vous avez quoi? Vous avez une boîte de communication? Non, je suis responsable de la communication dans une ONG. D'accord, Ah, dans une très bien. ONG. Très D'accord, très bien. Eh Très ben, bien. ça, c'est bien, en tout cas. Voilà. Vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour. Et tout de suite, l'actu du jour. Money. Et pourquoi donc les Pink Floyd? Eh bien parce que le 27 juin 1967, le premier distributeur automatique de billets est installé à Londres par la Barclays. Et Incroyable. autre info aussi, 27 juillet 56, le Parlement adopte la vignette automobile, une taxe annuelle, donc pour venir, je vous rappelle, parce que moi j'avais oublié, en aide aux personnes âgées. Elle a été tellement impopulaire qu'ils l'ont annulée en 2000. Elle a été très, très provisoire, 44 ans. Et enfin, c'est l'anniversaire d'un ustensile que vous aimez, les femmes, Un le ustensile soutien-gorge. Oui, c'est un ustensile. Un Un vêtement, vous préférez? Alors là, non, mais excusez-moi. C'est un Le vêtement, gars, en le fait, gars, c'est un sous-vêtement. Le gars, il associe les femmes aux ustensiles de cuisine. Oui. Alors ça, c'est Un ustensile, c'est pas incroyable. une cuisine, Tu ma la chère. gardes. Benoît, Un on l'a- bigoudi, excusez-moi. Excusez-moi, un bigoudi, c'est un ustensile. Non, un soutien-gorge est Un un accessoire. vêtement. Bon, déjà, on pourrait ça dire s'appelle même un accessoire. sous-vêtement. Alors, Je sais pas du tout comment ça se Vous passe. en avez peut-être Voilà, jamais mais- relevé. Moi, en tout cas, je ne veux pas faire la cuisine avec toi. Non, mais je sais pas comment ça se passe avec sa femme. Enlève ton ustensile, chérie. Moi, je vois bien sa femme. Non, mais sa c'est femme. intéressant comme Prête-moi ton association soutien-gorge, d'idées. pour les pâtes, s'il te plaît. Voilà, c'est pour ça, mais goûter c'est les pas pâtes. Et c'était Mon une Dieu. communarde, Hermier Cadiol, Voilà. qui a fait le premier soutien-gorge en 1889 pour l'Expo universelle. Elle a bien Philippe- raison. Et c'est Philippe l'anniversaire David. d'Isabelle Adjani, on a le droit de le Oui, dire. on a le droit de le dire. Restez là parce que j'ai deux mots à vous dire. Je vous passe un truc. Allez, tout de suite, rapidement, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Vous voulez requis Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. contre un président qui est aussi Premier ministre. Et j'ai compris que j'allais un peu empiéter sur le sujet de Sophie tout à l'heure, même si nous ne l'abordons pas de la même manière. Je suis plus qu'agacé tout de même par cette manière dont Emmanuel Macron a fixé un programme à Elisabeth Borne et il fait tout pour l'empêcher de le réaliser sur le plan de la méthode. J'ai l'impression que lorsqu'il va à Marseille, il aime tellement y aller que en réalité il y a une vraie jouissance pour lui là-bas parce que il est Premier ministre, il est ministre, il retombe dans ce populisme soyeux et intelligent de mon point de
entendu, pardon ma chère Françoise, qu'il affectionne. Il est très bon dans cette espèce de vivacité un peu populiste, mais je note que pendant ce temps-là, et je ne fais pas déjà référence à Jojo, tout le monde veut être comme le président, veut être premier ministre ou citoyen de base, mais plus personne ne veut être président. C'est ce qui me frappe, on n'a plus de président dans la forme et dans le style en France. Françoise Devoix. Oui, enfin, vous trouvez ça intelligent, je comprends que vous ne puissiez pas vous départir de cette espèce de passion sur l'intelligence d'Emmanuel Macron. Je trouve que c'est toujours les mêmes ficelles. Marseille, c'est toujours la même chose. Et maintenant, il y a la version marseillaise de traverser la rue. Avant, c'était tu trouves un emploi, maintenant t'en trouves 10. Et il avait raison. C'est dire à quel point... Bon, voilà, rien à ajouter, vous avez Sophie, tout dit. vite. Oui, on se demande quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron pour Marseille. C'est très électoraliste comme déplacement, je trouve. Je pense qu'il aime On y vraiment reviendra tout à l'heure. Mais il y a un petit peu de boulot quand même, peut-être. Voilà. Non il y a un petit peu de travail. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Puis on reviendra sur ce hijab sur les terrains de sport. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Est-ce qu'il faut surtout l'autoriser? Selon vous, vous dites non à 93%, mais ça peut changer. Et venez nous en parler. Venez commenter au 0826 300 300. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, si vous avez raté le début, le soutien-gorge est donc pour Philippe David un ustensile. Voilà, je vous laisse, disserter sur ce mot magnifique. Il faut quand même que vous disiez à nos auditeurs que nous sommes sous le choc. Oui, c'est ce que je viens de dire. On est en état de sidération. En fait. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a fait toutes ces années. L'émission, en fait. Je ne sais pas comment il a eu ses enfants. Je ne sais pas. Philippe Bilger est avec nous. Très curieux de connaître la vie d'Isabelle. François, Chérie, tu nous écoutes. Devoix est avec nous. Est-ce qu'on peut revenir à Sophie Gauguin est Emmanuel avec nous. Macron à Marseille? Oui, mais on va arrêter de parler de cuisine et de soutien-gorge parce que forcément ça nous dérange. Il y a des cuisines et des dépendants. Non, il y a cuisine et ustensiles. Et puis ça stimule un peu. En tout cas, 0826 300 300, c'est le seul numéro si vous voulez réagir avec Baptiste, notre vraie voix du jour. Mais tout de suite, ce sont les 3 mots dans l'actu et c'est Félix Mathieu. Non, mais non. Les vraies voix Sud Radio. Cher Félix Mathieu, ne riez pas, je vous en supplie. Non. Et les 3 mots dans l'actu sont ustensiles. Non, je plaisante. Sont vacances, remerciements et missiles. Il rime avec ustensile. Oui, c'est bon. Moins de vacances d'été pour plus d'égalité, pour des journées d'école moins chargées. Emmanuel Macron entend rouvrir le débat sur les temps scolaires. Les remerciements de Vladimir Poutine à des responsables de l'armée russe. Vous avez empêché une guerre civile, lance le maître du Kremlin lors d'une cérémonie à Moscou. Et puis la France fait un pas dans l'air des missiles hypersoniques en testant un planeur au-dessus de Biscarrosse hier soir. Plus de 6000 km/h avec une trajectoire pleine de zigzags pour pouvoir déjouer les antimissiles adverses. Les vraies voix Sud Radio. Deuxième jour de visite à Marseille pour Emmanuel Macron et deuxième thématique après la drogue hier, l'école aujourd'hui. Le chef de l'État s'attaque à la question des temps scolaires. Des concertations vont être lancées pour raccourcir les vacances d'été afin d'alléger les journées durant l'année. Une façon aussi, selon le chef de l'État, de réduire les inégalités liées au milieu d'origine de chaque élève. Je pense que vos enfants, vous allez faire attention qu'ils fassent des carnets de vacances. Peut-être vous allez les mettre, je ne sais pas quel âge ils ont, dans des vacances apprenantes, des stages linguistiques, etc. Les enfants du quartier, ils sont rendus avec peu d'infrastructures sportives, dans des familles qui sont déjà en difficulté. Quand on a des vacances de 3 mois, l'inégalité revient. On a mesuré ça. Les enfants, ils reviennent au 1er septembre avec les compétences qu'ils avaient un mois et demi avant l'arrêt des cours. Ça veut dire que vous perdez, ou détruisez en quelque sorte de l'apprentissage collectif. Quelle est la conséquence de ça? C'est qu'on bourre les semaines de nos enfants. Vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparez avec les voisins, qui arrivent crevés tous les soirs. Une éventuelle réforme des temps scolaires n'entrera pas en vigueur dès la prochaine rentrée. L'échéance est trop proche pour un tel changement, précisait Emmanuel Macron. Hier, le président avait déjà annoncé que les collèges allaient progressivement ouvrir de 8 à 18 heures dans les quartiers d'éducation prioritaire, à commencer par ceux de Marseille. La maternelle y sera accessible aussi dès l'âge de 2 ans. Objectif, là encore, lutter contre l'inégalité scolaire. Philippe Bilger, 8h, 18h, ça fait pas un peu long, sachant qu'on a les vacances les plus longues, mais les journées scolaires les plus longues aussi? Moi, je trouve que l'idée de réduire les vacances, c'est une bonne idée. Je constate aussi que Pape Ndiaye, qui n'a rien à faire, va encore moins avoir à faire, puisque le président fait tout à sa place. Donc ça devient un peu inquiétant. Oui.
Tout est dit. Elle est très bien partie, cette émission. Ça c'est fait. Non, mais Monsieur le ministre, si vous nous entendez. Non, mais vous savez, là, le rythme scolaire, il y en a un qui a touché et il s'est pris les droits dans la prise, c'est Vincent Payon. Ça a été un véritable désastre. Ça a été un des trucs les plus ratés du quinquennat de François Hollande. Il y en a eu quelques-uns, mais alors celui-là, c'est vraiment les temps scolaires. Encore une fois, on n'en parle pas comme ça sur le coin d'un bar à couder en disant moins de vacances, oui. Moins de vacances, oui. Des journées moins longues ou plus longues, je n'en sais rien. Moi, je connais l'exemple très bien de l'Italie. Vous avez des enfants qui ont très peu de vacances pendant l'année, avec des journées très longues. Mais par contre, ils sont en vacances du 1er juin au 15 septembre. Parce qu'il fait très chaud en Italie. Ça pose un vrai problème quand même aussi. Il faut vraiment réfléchir, je trouve. Ça ne peut pas être comme ça. C'est-à-dire, c'est décidé. Oui, voilà, c'est annoncé comme ça, sans discussion. D'abord, j'aimerais bien savoir avec quels enseignants, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la crise des vocations est majeure. Il n'y a plus de jeunes qui s'inscrivent au concours pour être enseignants aujourd'hui. Donc, comment l'éducation nationale et le ministre Pap Ndiaye, mais du coup, qui n'a tellement plus de ressort auprès de son Premier ministre et de son président. Enfin, voilà, encore une fois, quels sont les moyens d'abord qu'on mobilise pour atteindre cet objectif qui en soi peut être bienveillant vis-à-vis d'une catégorie de la population, mais aujourd'hui on sait très bien que l'éducation nationale n'a pas les moyens d'atteindre cet objectif. Donc c'est de l'annonce. Moi, avant de parler des vacances, du temps de vacances, renforçons dans les zones d'éducation prioritaire les professeurs, renforçons l'enseignement, renforçons l'école des parents. On a vu à quel point ça fonctionnait, l'école des parents. Essayons de mettre des professeurs capés. Voilà, des professeurs capés, des gens qui ont de l'expérience, qui ont la capacité d'entraîner une classe, de faire tourner les états d'esprit, apprendre souvent le français aux parents, c'est une méthode formidable aussi. Donner des cours aux parents permet également de mieux appuyer les enfants. Sérieusement, il y a un chantier plus important que changer les rythmes scolaires. Deuxième mot, remerciements, ceux adressés par Vladimir Poutine à son armée, Félix. Merci d'avoir empêché une guerre civile, le message du président russe lors d'une cérémonie devant des militaires à Moscou. Avec vos frères d'armes, vous vous êtes opposés à ces troubles dont le résultat aurait inévitablement été le chaos. Dans les faits, vous avez empêché une guerre civile, ajoute Vladimir Poutine, avant de réclamer une minute de silence pour les pilotes tués par les rebelles de Wagner samedi, tués en accomplissant leur devoir avec honneur, dit aussi le maître du Kremlin. Officiellement, la Russie abandonne les poursuites contre Wagner, le groupe paramilitaire pardonné sur le papier, mais sommé de remettre ses armes lourdes à l'État russe. Quant au chef de la milice, Evgeny Prigojine, il est atterri en Biélorussie, vient d'annoncer le président Loukachenko, la Biélorussie, où il est censé s'exiler après ce coup de force avorté de samedi dernier. C'est malin. Vous parlez, c'était quoi le mot hier qu'on évoquait? Mascarade. Et là, on est peut-être dedans. Les interventions de Poutine n'éclairent pas véritablement, me semble-t-il, notre lanterne. Elles se multiplient et je dirais qu'elles accentuent le brouillard. Mais peut-être Françoise et Sophie sont plus pertinentes que moi. On a tout dit, tout le week-end, on en a parlé, etc. Je donnerai juste un conseil à Evgeny Prigojine. Ne restez pas trop près d'une fenêtre, en fait. Faites goûter vos aliments avant. Non, mais je plaisante pas. Je pense que au-delà de ça et on veut nous expliquer qu'il y a un jeu de rôle entre les deux. La réalité, c'est que Poutine ne peut pas pardonner une humiliation planétaire comme ça. Quelle que soit l'analyse, qu'on peut en avoir, la réalité, c'est que Poutine apparaît comme affaibli avant le sommet des BRICS. Donc voilà, Prigojine paiera. On ne sait pas. Moi, ce que je vois aussi, c'est surtout que les Ukrainiens dans leur propre pays, ou celles et ceux qu'on accueille en France sont dans une situation de grand désespoir. Enfin, vraiment. Moi, j'en accueille dans ma commune. Je vois bien qu'ils voient le conflit s'enliser et que tous ces effets médiatiques, parce qu'on est dans une guerre aussi très médiatique, les désolent. Donc, voilà, moi, je resterai sur un plan humain parce que là, on n'a pas les cartes. Et le troisième mot est missile. La France fait un pas dans la course aux armes hypersoniques. Plus de 6000 km/h avec des changements de direction réguliers, des zigzags pour déjouer les capacités d'interception adverse. Un planeur expérimental a été testé au-dessus de Biscarrosse dans les Landes hier soir. Des habitants des Landes et même au-delà ont aperçu cet étrange appareil très rapide en train d'avancer dans le ciel en faisant non pas une ligne droite mais plutôt des gribouillis. C'est très étrange ce truc, ça vole bizarre. On a peut-être perdu le contrôle. Ça marque bizarre, oui. Soit il a perdu le contrôle, soit comme tu dis c'est un missile. Et encore les missiles généralement ils volent droit.
Et non, ces futurs missiles hypersoniques ne volent pas droit. Justement, c'est bien le but pour qu'il soit impossible à intercepter. Le programme VMAX est développé par Ariane Group. Ce premier démonstrateur contenait de nombreuses innovations technologiques embarquées, se félicite le ministère des Armées dans un communiqué. Son essai en vol sur une trajectoire à longue portée très exigeante constituait un défi technique inédit qui prépare l'avenir de notre feuille de route nationale hypervélocité. C'est ce qu'écrit le ministère des Armées. C'est l'avenir de la force de dissuasion, l'hypersonique, pour pouvoir éviter les défenses adverses, Philippe Bilger? Merci de me poser des questions où ma compétence technique fera merveille. Mais vous qui êtes un avion de chasse. Oui. Non, mais franchement, c'est une innovation sans doute très remarquable. On a vu d'ailleurs au salon du Bourget que la France reprenait une certaine forme de leadership sur l'innovation militaire. Et je pense que c'est intéressant de voir qu'on saisit ces opportunités, que les industriels français... voilà. En sachant surtout que c'est quand même encore une fois la Russie qui est leader dans le supersonique. C'est complètement... ils ont au moins 10 ans d'avance sur la plus grande armée du monde qui est celle des États-Unis et beaucoup plus que nous, bien sûr. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat des jours pour s'aligner sur la FIFA depuis 2014. Le collectif des hijabeuses ont milité pour le droit de jouer voilé en compétition. Il se pourrait que le rapporteur du public du Conseil d'État recommande l'annulation, en tout cas c'est ce qu'il recommande, mais que ça puisse être annulé. L'article 1 de cette fédération française de football qui permettrait à des joueuses de jouer en compétition et en hijab. Vous restez avec nous, on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sont avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie. Et vous, bien entendu, 0826 300 300 avec Baptiste, qui nous appelle de Boulogne-Billancourt et qui a déjà beaucoup d'humour. On aime beaucoup. Et Baptiste qui devra choisir entre l'un de vous trois pour le grand concours, le quiz de l'actu. On conseille à Baptiste de ne pas choisir une certaine personne, en fait. Voilà. Vous suivez notre regard. Elle à la troisième personne, c'est intéressant. Écoute, il faut bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si j'attends toi pour avoir des compliments, bon... C'est ça. Vous savez ce qu'on dit, on est mieux servi par soi-même. Absolument. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. On nous met dans des carcans en fait, on nous enferme, on nous dit vous êtes des femmes, vous êtes soumises, vous êtes... Mais en fait c'est une question de droit des femmes et de justice. Le hijab, ça traduit une ségrégation voulue entre les hommes et les femmes et une soumission. Et ça, du point de vue de la dignité de la femme, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est pas conforme aux valeurs du sport. C'est incompréhensible pour nous puisque, comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut, c'est jouer au football. On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Et donc, après avoir examiné lundi les recours déposés par le collectif des hijabeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition, le rapporteur public du Conseil d'État a recommandé l'annulation de cet article 1 de la Fédération française de football qui interdit depuis 2016, je cite, tout port de signes ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. La décision finale est attendue d'ici mi-juillet, Philippe. Oui, et le verdict rendu par le rapporteur provoque déjà beaucoup de réactions. Ce matin, Gérald Darmanin s'y est dit très opposé et a dénoncé, je cite, le coup de boutoir contre la République des associations communautarisme. Est-ce que c'est un pas de plus vers la communautarisation de la France? Est-ce que pour vous, si on dit oui au hijab dans le football, on va pas être obligé de dire oui dans le rugby, le basket, le hand, le tennis, tout ce que vous voulez, le burkini dans les piscines? Est-ce que c'est pour vous... Est-ce que pour vous, on va parler vrai, parlons vrai, est-ce que le rapporteur du Conseil d'État n'a pas jeté une allumette sur un bidon d'essence? Venez nous le dire, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il autoriser le hijab sur les terrains de sport? Vous dites non à 95%. Naïma M. Fadel est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes essayiste, spécialiste des quartiers populaires, ancienne maire adjointe en charge de la politique de la ville à Dreux et co-auteur avec Olivier Roy du livre En tout ça et tout ça devrait faire d'excellents Français publiés chez au Seuil. Philippe Bilger, ce port du hijab qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il faut à un moment donné une neutralité dans le sport?
Alors, je ne voudrais pas être péremptoire parce que si je pense que le rapporteur devant le Conseil d'État a usé d'une argumentation que je me permets de dire discutable, je conçois tout à fait qu'on puisse éviter. Moi, il y a trois choses qui me frappent sans que j'ai lu complètement la décision, les conclusions du rapporteur du Conseil d'État. La première fois, je ne parviens pas à trouver de quelque côté qu'on l'appréhende le moindre progressisme dans le fait de vouloir jouer au foot quand on est une femme en portant un hijab. Premier point. Deuxième point, j'ai été choqué par un argument, mais après tout, il a considéré qu'il était valable lorsqu'il affirme qu'autoriser le hijab sur un terrain de foot, c'est favoriser la cohésion sociale. Ça me paraît évidemment radicalement l'inverse, parce que ce serait donné à une minorité, à une pratique de rupture, la même légitimité qu'à une majorité consensuelle. Troisième élément, il y a un petit détail qu'il donne et qui peut être réfuté, me semble-t-il. Il prend l'exemple des signes religieux qu'on a parfois en entrant sur le terrain, et de fait, des chrétiens ou des musulmans ont parfois des gestes clairement révélateurs de leur foi. Mais la grande différence entre le hijab et ces manifestations rapides, c'est que précisément celles-ci sont rapides, elles s'effacent à peine ont-elles été accomplies, tandis que le hijab dure. Françoise Dewatt. Moi, je suis très partagée. D'abord, je me souviens d'une immense championne algérienne, Hassiba Boulmerka, qui est croyante, qui met le voile dans la vie courante, qui a couru et qui a gagné, qui est devenue championne olympique. Vous vous souvenez, elle défile sur le stade olympique avec son drapeau. C'est des moments extraordinaires. Donc, j'ai du mal à comprendre, mais je peux comprendre mais j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas à un moment donné mettre de côté sa conviction religieuse sans avoir le sentiment qu'on trahit sa foi pour jouer. Après, pourquoi est-ce qu'il est interdit le hijab dans le basket, par exemple? Pour des questions de sécurité. On a du mal à imaginer une mêlée au rugby, par exemple, féminin, avec des joueuses en hijab. Il y a un moment donné, c'est assez compliqué. Ensuite, j'entends le point de vue. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est la capacité d'arriver à un consentement mutuel et de faire en sorte que chaque personne puisse trouver sa place. C'est ça, une démocratie idéale. Donc, est-ce que dans une démocratie idéale, il n'est pas fondé de dire je veux porter le hijab, je veux jouer au foot, finalement j'ai le droit. Donc ça, c'est un vrai questionnement beaucoup plus profond. Le troisième point, et qui va faire basculer ma décision contre le fait qu'on porte le hijab, c'est que tout cela, est-ce que c'est un point de vue individuel ou est-ce que c'est un pilotage politique? Nous savons tous à quel point l'islam radical politique s'est infiltré dans notre pays, dans nos quartiers. Donc pour toutes ces raisons, malgré le fait que je pense que la démocratie, c'est le respect de chaque personne dans son intégrité, son identité, je suis contre. Sophie Gauguin. Oui, non, je suis totalement contre. Moi, je connais des basketteuses, des handballeuses, des footballeuses. Je connais pas de hijabeuses. Enfin, je veux dire, dans le sport, c'est pas l'esprit du sport. L'esprit du sport depuis l'Olympe, c'est l'égalité devant le sport, devant la compétition. C'est cet esprit d'égalité qui prévaut. Et encore une fois, c'est l'interdiction de tous les signes. Ce sont les signes religieux, les signes syndicaux, politiques. Et je crois que, encore une fois, là, c'est un acte militant. C'est vraiment un acte militant et je m'y oppose formellement. Je suis contre. Vous pensez que c'est un acte militant ou vous pensez que ces hijabeuses sont toutes individuellement là pour défendre ce qu'elles veulent dire? On vous attend au 0826 300 300. Naïma M. Fadel, est-ce que le port du hijab dans le sport est une avancée pour certaines et un recul identitaire pour d'autres, mais où se placer? Écoutez, le hijab est devenu un étendard de toute façon identitaire, même après être religieux. Aujourd'hui, il est brandi de cette manière-là. Moi, je crois que le sport, c'est pas venez comme vous êtes. Le sport, c'est un cadre, c'est un équipement, c'est par exemple pour le foot, le short, les baskets et puis le maillot de bain. Voilà, le maillot de bain, vous voyez, c'est révélateur, le maillot. Et c'est ça le sport. Et si on commence à rentrer des signes religieux, ce n'est plus, je vais vous dire franchement les choses, le sport ne sera plus ce qu'il est, c'est-à-dire intégrateur. Et il permet aussi une émancipation
parce que justement, on n'a pas la pression. À partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, ça veut dire qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui, comme l'a dit Françoise, quand elles font du sport, enlèvent leur hijab et le remettent après avoir fini, elles se sentiront obligées de garder leur hijab. Faisons attention. Et si jamais, effectivement, donc, le Conseil d'État suit le rapporteur, vous allez avoir une demande dans tous les sports et dans tous les espaces. Et c'est ça, la boîte de Pandore qui risque de s'ouvrir. Et prenons garde. Prenons garde parce que, en fait, je vais être honnête avec vous, les personnes qui ne sont pas de confession musulmane peuvent donner leur avis, mais il faut qu'elles se rendent compte, quand elles ont un pouvoir, que leur avis a un poids sur l'ensemble des musulmanes aujourd'hui. Et notamment celles qui, du fait de notre République, de la laïcité, peuvent s'émanciper sans avoir la pression du groupe. Et cette liberté que nous confère notre pays, dans justement cette France une et indivisible, attention, parce qu'aujourd'hui, elle est malmenée. Françoise de Je voudrais rajouter, parce que je parlais des gens qui font du sport, et cette grande championne qui est Hasiba Boulmerkam, il y en a beaucoup, et je mettrai en parallèle ces championnes iraniennes. J'ai le souvenir il y a quelques mois de la championne d'échecs, qui a ce courage absolu de se présenter à son tournoi et de le gagner d'ailleurs, sans son voile. Cette championne iranienne d'escalade, qui sous les vivas de la foule... Oui, mais bien sûr, elle a failli mourir. Elle a été emprisonnée. Sous les vivas de la foule, enlève son voile pour escalader le mur. Donc c'est très compliqué dans un monde multipolaire et la France n'est pas une île. On vit dans un grand jardin. C'est compliqué d'avoir d'un côté le Conseil d'État qui dit ça et de l'autre ces femmes qui se battent pour enlever le voile. Naïma, en réalité, le problème qui se pose là est celui qui existe dans d'autres domaines, sur le plan du voile, par exemple. À votre avis, comment départager d'une manière claire les comportements qui relèvent d'une idéologie, d'une volonté d'emprise sociale et ceux qui résultent d'une foi sincère, à supposer que ça justifie de telles attitudes? C'est une vraie question. Vraiment une vraie question, parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sincères, qui sont dans la religion. Moi, j'en rencontre des femmes, notamment, qui ne sont pas dans la pression, mais qui pensent que le voile, eh bien, c'est un prolongement de la foi. Voilà. Et qui travaillent, qui enlèvent leur voix, qui sont dans la raison, qui mettent en avant aussi la raison pour respecter la République et respecter les différents espaces. Après, au niveau de ces jeunes, vous savez, vous avez beaucoup de jeunes. Il faut savoir que c'est des jeunes qui sont parfois 3e, 4e génération. Et il faut s'interroger, justement. Qu'est-ce qui fait que ma génération à moi, on faisait du sport en short, on y allait. Regardez, si vous prenez, par exemple, dans les années 80, toutes les jeunes filles d'origine maghrébine qui faisaient du sport, regardez aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins. Parce qu'elles veulent revendiquer de ne pas porter de short, de ne pas aller à la piscine, etc. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est-à-dire que dans notre pays, malheureusement, on n'a pas réussi cette intégration, je dirais même cette assimilation, qui fait qu'à un moment, vous ne rejetez rien. Moi, je me sens parfaitement assimilée. Je n'ai rien rejeté de ma culture. Je suis d'origine marocaine. Mais j'ai épousé complètement la culture française parce que, en plus, je l'ai épousée avec bonheur. Parce qu'elle m'a permis de m'émanciper. Elle m'a permis d'aller à l'école, tout simplement. Je vous le dis franchement, je serais restée au Maroc, je ne serais jamais allée. Mais voilà. Et ça, il faut s'interroger aujourd'hui quand des jeunes filles, dans l'âge qui est aussi peut-être l'adolescence, ont des revendications comme celle-là. Et peut-être qu'à un moment, je vais être honnête avec vous, il faut les protéger contre elles-mêmes. Naïma, vous restez... Parce qu'effectivement, l'islamisme, et non pas l'islam, mais l'islamisme, est là rampant. Et effectivement, et il y a une pression qui est faite sur cette fille, cette fille-là, certainement, d'une manière même sympathique, etc. Naïma, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Avec Baptiste qui est avec nous. Baptiste, une réaction. Alors, si vous voulez bien, comme c'est un peu dense, j'aimerais bien développer 2 points. Je vous promets que je vais faire vite, mais j'aimerais bien développer 2 points. Le premier point, c'est que d'abord, de manière générale, ce serait pas mal qu'on lâche la veste aux femmes et qu'on arrête de se positionner sur ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles ne doivent pas porter, ce qu'il y a comme combat politique caché derrière. Je pense que tout ça, ça commence à suffire un petit peu. J'ai un exemple pour ça. Serena Williams s'est fait sanctionner il y a quelques années parce que sa tenue était jugée inadaptée. Elle avait répondu par humour en jouant avec un tutu, mais en gros, de manière générale, c'est soit trop court, c'est soit trop couvrant,
En fait, quand les femmes s'habillent, de toute façon, ça ne va jamais. Ça, c'est le premier point, c'est insupportable. C'est pas le tout, deuxième vous avez point, d'accord, le deuxième point, c'est que en réalité, et je ne parle pas aux gens qui sont avec vous sur le plateau ou qui seront avec vous invités, mais de manière générale, il y a quand même un profil type de gens qui sont les spécialistes et les champions pour s'engouffrer dans ce genre de débat en permanence. J'observe que parfois ça sert à masquer, et je reprécise que je ne m'adresse à personne sur notre plateau, parfois ça sert à masquer une certaine peur de l'islam qui est un peu dérangeante. Là, en fait, vous disiez tout à l'heure, la Fédération française de football se retranche derrière les signes religieux, les signes syndicaux, etc., etc. Eh ben, pas de bol. Il y a jusqu'à récemment en Ligue 1 de football, il y avait une équipe qui s'appelle le Gazélec d'Ajaccio, dont l'histoire est liée au syndicalisme des gaziers. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, on connaît. Pas de problème. En fait, cette décision de la FFF, c'est simplement, pardon, mais pour interdire aux musulmans de jouer au foot et aux femmes musulmanes qui souhaitent porter le droit de jouer au foot. Attendez, Baptiste, une réaction. Naïma, oui. Je m'appelle Naïma, je suis musulmane, et je vais vous dire juste une chose. Autour de moi, j'ai des femmes qui se voilent, qui travaillent, qui font du sport. Simplement, dans le cadre du sport, elles enlèvent leur voile et elles mettent l'équipement sportif qui va avec le sport qu'elles pratiquent. Tout simplement. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème, bien évidemment, sur le voile. Chacun fait comme il veut, mais dans l'espace privé, encore une fois, et pas sportif. Parce que, justement, l'unité d'une équipe, elle se voit aussi par l'accoutrement, si je puis dire. La preuve, c'est que chaque sport a son propre équipement. À son uniforme. Donc, s'il vous plaît. Oui. Restez avec nous, Naïma, parce qu'on a plein de réactions au standard. Ludovic est avec nous. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, vous appelez de Charente-Maritime. Bonsoir, Cécile et Philippe. Bonsoir, Evrévois. Bonsoir, Ludovic. Bon, déjà, je voudrais rassurer Philippe, de soutien-gorge, je n'ai pas un signe religieux ostentatoire. Merci pour mettre cette gaffe en début d'émission. Merci. Mais pour redevenir sérieux, parce que c'est un débat tout à fait sérieux, le principe de laïcité, pour moi, est complètement détourné au profit d'un islam radical, politique et rétrograde. Là où certaines femmes musulmanes voient de l'émancipation, moi j'y vois de la régression complètement, et ça met en péril même notre projet collectif, notre unité. Naïma parlait d'assimilation, nous sommes en plein dedans, et je dirais même que le rapporteur est peut-être en pleine contradiction, ainsi que la nation, par rapport à la décision de la FIFA, mais il ne faut absolument pas céder, parce qu'on va ouvrir des boîtes de Pandore sur d'autres domaines, comme l'école, parce que ça existe déjà un peu, et voilà, non, il faut vraiment revenir sur l'assimilation, sur cette unité, sur ce cadre collectif que nous devons absolument préserver. Ludovic, une réaction de Sophie Gauguin. Oui, moi je voudrais poser une question à Naïma, parce que du coup vous dites il faudrait peut-être s'interroger sur le fait de protéger ces jeunes filles d'elles-mêmes ou du cadre dans lequel elles évoluent. Est-ce que vous pensez que du coup il aurait fallu légiférer sur cette question d'interdiction des signes distinctifs ? Parce qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Elles ont été retoquées par le gouvernement et au Parlement. Donc moi, franchement, je serais plutôt favorable à ce qu'à un moment donné, si on allait trop loin sur cette exposition qui, du coup, peut-être leur enlève une part de liberté, il faut légiférer. C'est ce qu'avait proposé Annie Genevard au Parlement. Allez, on répond. Naïma. Écoutez, oui, moi je suis assez pour qu'on sanctuarise des espaces comme ça, comme l'école, comme le sport, comme l'entreprise. Attention, parce que les entreprises aujourd'hui ont des coups de boutoir très importants et on n'y prête pas assez attention. Donc des espaces comme ça, où c'est des espaces collectifs, et je pense que la religion n'a rien à voir dans ces espaces. Comme le service public. En fait, il faudrait tout simplement la neutralité du service public, l'élargir aux associations, aux entreprises privées et au sport. Ce qui est intéressant, Naïma, ce que vous dites, c'est qu'à effet rétroactif, quand on regarde de l'histoire, de se dire que ça s'est plutôt refermé pour les femmes qui avant faisaient du sport. Regardez en Iran, regardez dans d'autres pays. Je suis d'accord, ça s'est refermé. Alors, mais il faut faire aussi attention. Moi, je comprends très bien. Moi, j'aime notre laïcité à la française. Elle est très spécifique. Elle n'est pas du tout comprise par les anglo-saxons. Je me souviens que au moment des
l'attentat de Charlie, je discutais avec des amis, à moi, diplomates à Londres, ils comprenaient pas notre goût du blasphème, et c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui est très spécifique. Donc je pense déjà que nous devons l'expliquer au monde. C'est très important. Et Emmanuel Macron a commencé à le faire en donnant des interviews aux États-Unis, au Canada, pour expliquer qu'est-ce que c'est la laïcité à la française. Ça, c'est le premier point. Dernier point, attention aussi à ne pas blesser. Je suis en pleine réflexion sur cette question. Il ne faut pas blesser les citoyens français. Non, il faut expliquer. Non, et puis surtout, il y a des gens qui ont, il y a des gens qui ont une vraie conviction religieuse. Elle représente combien ces hijabeuses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, elles disent quelque chose de ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Regardez, quand j'ai tweeté l'équipe féminine de football du Maroc. Ouais. Ensuite, j'ai rajouté celle du Sénégal. J'ai rajouté celle de Tunisie, celle d'Algérie. Aucune n'est voilée. Je sais. Moi, j'ai vécu 6 mois. François, j'ai vécu 6 mois au Maroc. Oui. Et pendant ces 6 mois, j'ai assisté à des rencontres sportives avec notamment des équipes féminines. Je suis d'accord. Mais vraiment, c'était merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ça, ce n'est pas ça. Donc il faut s'interroger. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, et vous avez parlé des femmes iraniennes. Oui. Vous avez vu, elles se font tuer, les femmes iraniennes. C'est un vrai questionnement. Merci beaucoup, Naïma M. Fadel. Merci beaucoup, essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Merci à vous. Et on revient sur ce livre, un co-auteur avec Olivier Roy, du livre Et tout ça devrait faire d'excellents Français, publié au Seuil. Vous restez avec nous, on garde Baptiste, 0826 330 300 300 pour le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit? Ben oui. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Philippe David et son ustensile magique. Le soutien-gorge. Non, mais ça, c'est fini. T'es jusqu'en 2024, 2025. Philippe David, pour ceux qui prennent la radio, qui allument la radio à l'instant, Philippe David compare, et pour lui, le soutien-gorge est un ustensile. Appelez-nous au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. Dire 2 ustensiles. 2 ustensiles, bien sûr. Non, mais vraiment. Non, mais mon pauvre vieux, c'est fini pour toi. Pour lui, c'est une batterie de cuisine, c'est sa recette. C'est un ustensile, c'est pas qu'à la cuisine, un bigoudi, c'est un ustensile. Non, mais tes arguments ne tiennent pas, c'est pas la peine. Mais non, il n'y a rien qui tient, tu le sais, en plus. Tu les énonces, tu n'y crois pas mille. Il doit être lourd à porter. C'est là que je me dis que l'éducation sexuelle serait intéressante de retour à l'école. Mais c'est pour ça que je dis ça. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu, on plaisante. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Baptiste qui est avec nous. Baptiste, notre vraie voix du jour. Baptiste, vous voulez concourir contre qui? Contre Philippe Bilger, contre Françoise de Gois ou contre Sophie Gauguin? Écoutez, je suis un homme qui n'a pas peur de relever les défis. Je vais donc prendre l'élément le plus fort selon moi pour jouer contre lui. Je vais donc choisir Sophie. Il est drôle. Vous avez beaucoup d'humour. J'aime votre humour. Baptiste, j'adore votre humour. Vous êtes un escroc. C'est un vrai escroc, ça, mais c'est un mec de com. Allez, on y va, les gars. En revanche, il est bon sur le teasing. Allez, qui c'est qui l'a dit? Sur le hijab, justement, dans le foot, encore une occasion d'aller diviser au lieu de rassembler. C'est pas Véran? Non. C'est un député. Oui, ça, c'est pas la gauche. Non, c'est Retailleau. C'est Ciotti. Il a été maire. Oui. Il a été maire de Poissy. Alors, c'est un ancien député. Bonne réponse de Françoise de Gois qui a été plus rapide. Voilà. Non, mais on est ensemble. Oui, attendez. Député aujourd'hui Renaissance des Yvelines. Qui c'est qui l'a dit? Tiens, ça touche toujours au football. Sur le transfert de Mbappé à l'OM, j'ai déjà essayé, on n'y arrivera pas. Macron. Bonne réponse de Françoise de Gois. Et sous forme d'humour, bien sûr. Oui, il a dit sous forme d'humour, oui. Oui, parce que comme... voilà. Ça va, Baptiste? Tout va bien. Baptiste, on aurait c'est conforme à l'objectif. Je m'en fais. La France vous remercie, Baptiste. Qui c'est qui l'a dit? La bataille des retraites n'est pas finie. Laurent Berger. Non. Quelqu'un qui a... Non. Mélenchon. Non. Alors, mais c'est pas Binet? Non. Mais si c'est Binet. Bonne réponse de Baptiste. Marie-Lise Léon. Mais la nouvelle, c'est... Vous l'avez entendu où? Dans le casque. Nous l'avons entendu. On aurait pu y penser. Et je vous rappelle, Françoise de Gois, que Laurent Berger il est parti depuis le 22 juin. C'est moi qui l'ai dit. Qui c'est qui l'a dit sur les propos de Macron pour trouver un emploi à Marseille? Ce n'est pas juste de faire porter la responsabilité du chômage aux personnes en recherche d'emploi. Rousseau.
Parce qu'elle en avait pas mal. Non. C'est à gauche, à gauche. Oui, forcément, ça c'est à gauche. Bonne réponse de Baptiste. Garrido, bravo Baptiste. On est à 4 partout, c'est ça? Ouais. Non, ça fait 8-0. Non, pas Qui c'est qui l'a dit? Ah si, on joue ensemble. Sur l'immigration, le gouvernement n'est pas revenu vers nous. Il semble manquer de volonté sur le sujet. Non. Bonne réponse de Marlex. Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Sophie Gauguin, où êtes-vous? Où êtes-vous? Qui c'est qui l'a dit sur les amendes pour la drogue? Face à la drogue, soit on discute dans les salons, soit on trouve des solutions. Oui, bonne réponse de Françoise Devoix. Et pas mal. Et on peut lancer une alerte en pour Sophie. Le dernier, qui l'a dit? Sophie a le droit de jouer. Emmanuel Macron, elle a un micro, elle peut s'en servir. Emmanuel Macron à Marseille est dans une démarche monarchique. On a l'impression qu'il devient le maire de la ville. Non. Qui devient le maire de la ville. Oui, je sais. Le maire de la ville, donc le maire de Marseille. Bompard. On l'a dit ensemble, Bompard. Manuel, pardon, Bompard. Et je dois dire, Baptiste, un grand bravo. Je donne le résultat final ou pas? 14-0. Dites un truc, Sophie. Qu'on entende le son de la voix? Bah oui, c'est voilà, ça. je vais bien. Tout va bien. Elle va bien. Baptiste, merci. Non, mais vous voilà, restez avec chacun nous. son truc. Allez, vous restez avec nous dans un chacun instant. son métier. La suite de nos vraies voix, bien entendu, on reviendra avec le coup de gueule de Philippe David et puis le top click avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. En route jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Et vos appels au 0826 300 300 avec Baptiste qui nous appelle de Bouillon-Billancourt. J'ai dit Bouillon. Oui, Bouillon. Bouillon-Billancourt, mais c'est une toute petite commune de Boulogne. C'est un quartier, le quartier de la Bouillonne, excellent. La Bouillonne, bien sûr, c'est bien connu. Et si vous ne connaissez pas, allez donc visiter. Et je vous demanderai sur place. Voilà, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de gueule, Philippe David, contre le défenseur des droits. Oui, la défenseur des droits. Certains truands se plaignent parfois d'être victimes d'acharnements judiciaires et parfois ce sont des membres des forces de l'ordre qui pourraient s'en plaindre puisque la défenseur des droits, Claire Hédon, considère voudrait que des poursuites disciplinaires soient lancées contre les 2 gendarmes qui ont arrêté Adama Traoré et contre un autre gendarme chargé de la coordination des secours. Des gendarmes qui ont pourtant été blanchis plusieurs fois de tout soupçon après plusieurs enquêtes, mais le verdict ne satisfaisant pas la famille, ils se retrouvent à nouveau mis en examen 7 ans après les faits. Bref, les truands, fussent-ils multirécidivistes, sont toujours présumés innocents quand les membres des forces de l'ordre sont toujours déclarés coupables, même après avoir été innocentés. On manque de vocation pour entrer dans les forces de l'ordre, pas besoin de chercher longtemps pourquoi. Vous avez totalement raison, Philippe. Je l'ai lu tout à l'heure. Les conclusions sont hallucinantes. Et un autre problème, j'ai appris que la procédure est communiquée pour règlement au parquet depuis la fin 2002. Ils attendent 2002. quoi 2022, pardon. Ils attendent quoi pour la régler? Moi, j'ai toujours du mal avec vos éditos, mais c'est le genre qu'il faut. Vos coups de gueule, comme les miens d'ailleurs, sont souvent binaires et sans nuance. Je pense que c'est très bien qu'il y ait des contre-pouvoirs dans ce pays. Je pense qu'au-delà de l'affaire des gendarmes, les forces de l'ordre doivent être exemplaires quand elles ne le sont pas. C'est très bien que l'IGPN mène des enquêtes. Je pense que la défenseur, des droits, elle doit exister. Je trouve que ce qui est inquiétant, nous avons une fuite des contre-pouvoirs, une destruction des contre-pouvoirs. Quand vous pensez que Anticor a perdu son agrément, quand vous pensez, il faut faire très attention avec... Mais non, il faut faire attention avec ce qu'on dit quand même. Je pense quand même que nous sommes dans une démocratie et c'est très bien qu'il y ait des contre-pouvoirs. Sophie Gauguin. Non, mais je pense que la question des délais sur ces sujets-là sont suffisamment importants pour rétablir la confiance. Trop de délais trop longs ne permettent pas de bâtir une confiance dans ces instances-là. Vous n'êtes pas d'accord sur les contre-pouvoirs, Sophie? Je pense qu'il en faut, mais les délais, la confiance, on doit trancher. Allez, on tranche. Allez, tout de suite le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Pardon, j'ai un problème de temps. En tête des sujets les plus commentés, Félix Mathieu sur Twitter, on trouve ce qui s'est passé à Nanterre ce midi et qui cause beaucoup de tensions sur place. La mort d'un jeune homme de 17 ans après un refus d'obtempérer tandis qu'il conduisait une voiture. Sur les images amateurs, on aperçoit son véhicule jaune et des policiers à la fenêtre, et tandis que la voiture commence à accélérer, visiblement pour prendre la fuite.
L'un des policiers tire à bout portant sur le conducteur. La suite de la vidéo postée sur les réseaux sociaux montre la voiture jaune immobile accidentée sur le bord de la chaussée un peu plus loin. La famille du jeune Naël, cet adolescent de 17 ans, va porter plainte, annonce son avocat. Plainte pour homicide volontaire. Une autre plainte aussi pour faux en écriture publique, puisque avant que la vidéo ne sorte, les policiers avaient affirmé que le véhicule avait tenté de les percuter. Parmi les réactions, celle de la députée LFI Clémentine Autain qui qualifie les images de terrifiantes. Que reste-t-il de notre état de droit si un délit comme le refus d'obtempérer vaut une exécution sommaire, écrit-elle. La recrudescence de ces meurtres, 13 en 2022, doit nous saisir collectivement, ajoute Clémentine Autain. Son collègue de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, renchérit en reprochant à la loi d'entretenir, selon lui, une confusion entre délit de fuite et légitime défense. Au contraire, certains, comme le syndicaliste policier Abdoulaye Kanté, prennent le contre-pied de ces indignations. On banalise tellement les refus d'obtempérer, mais ce sera toujours la faute des policiers, s'agace-t-il. Quand ces mauvais comportements seront réellement sanctionnés, pourquoi ne pas s'arrêter un contrôle? Aucun policier ne se lève le matin en se disant qu'il va tuer quelqu'un, ajoute Abdoulaye Kanté. En tout cas, cet événement, évidemment, suscite beaucoup d'émotions à Nanterre. Dario Divial se trouve sur place pour Sud Radio. Bonsoir Dario. Bonsoir Dario. Bonsoir Dario. Dites-nous quelle est l'ambiance sur place à Nanterre ce soir. Alors, les personnes sont très touchées ici à Nanterre. Les fleurs ont été déposées sur le lieu d'impact de la voiture. Des familles ou encore des amis de la personne décédée. On a vu beaucoup de monde qui venait se recueillir. Certains sont très remontés par la police. D'autres n'ont même pas les mots pour expliquer ce qu'ils ressentent. C'est une atmosphère très, très pesante. Il y a quelques secondes, on vient de voir une très, très forte mobilisation policière passer ici, place Nelson Mandela. Il y a également quelques médiateurs qui sont sur place pour contrôler d'éventuels débordements. Voilà, il y a quelques départs en fumée au loin, mais pour le moment, la situation reste plutôt calme. Attention à quelques petits débordements à prévoir au cours de la soirée, mais pour le moment, en tout cas, c'est assez stable. Dario Divial à Nanterre pour Sud Radio. Ces refus d'obtempérer, Philippe. C'est-à-dire, on a un jeune homme de 17 ans qui est dans une voiture, il est sans permis. À un moment donné, les policiers veulent l'interpeller et la voiture démarre. Alors, ensuite, je ne sais pas dans quelles conditions le policier est amené à tirer. Mais on se place dans des conditions où les policiers ont le droit d'intervenir. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Moi, je peux pas réagir comme ça. Refus d'obtempérer. Je suis pas souvent d'accord avec Clémentine Autain parce que je la trouve parfois extrêmement caricaturale, mais là, je pense qu'elle a vraiment raison. Obtempérer ne peut pas signifier arrêt de mort. La vidéo, je l'ai vue, elle circule partout. Elle est assez accablante. En réalité, les policiers tirent. Il n'y a aucune menace sur eux. Alors, on va m'expliquer la nervosité, le métier, etc. J'entends tout ça. Je pense que la police est extrêmement malmenée dans la façon dont l'État s'occupe d'elle et surtout ne s'occupe pas d'elle et ne fait rien pour elle dans tant de domaines. Mais je redis encore une fois, attention, nous sommes dans un état de droit, refus d'obtempérer, mais précisément. Mais écoutez-moi, mais écoutez, vous me faites marrer. Si ça vous arrive à un voisin ou à l'ami d'un ami, vous allez voir comment vous allez réagir. Sérieusement, à 17 ans, on conduit une bagnole sans permis. Ça, déjà, c'est pas bien. Est-ce que ça vaut la mort? La question est là. La réponse est non. Tire dans les pneus. Mais ça sert à rien. Caricaturer dans les pneus. Caricaturer comme ça. Si vous êtes tous d'accord pour trouver normal et défendre les policiers autour de cette table, on n'a pas grand-chose à se dire de plus sur cette affaire. Mais c'est regrettable. Mais pensez-vous sur ce jeune homme qui décide de se faire à l'interpellation, François? Qui n'a pas fait des conneries quand il était jeune? J'espère bien que mes enfants ne sont pas... Mais écoutez, d'accord. Moi non plus. Mais on est d'accord, on n'est pas dans une dictature, on est dans une démocratie. Mais justement, on ne prend pas une balle dans la tête parce qu'on refuse de prendre. Vous voyez, je pense que dans ce pays, on est arrivé à un niveau de désordre global, mais qui fait qu'on n'arrive même plus à parler de ces sujets-là calmement. Bon, d'abord, effectivement, c'est horrible de voir un jeune perdre la vie dans des conditions comme celle-là. Après, il est en dehors de la loi, de ce que je comprends des éléments qui sont transmis par rapport au fait qu'il n'ait pas de permis et qu'il conduise. Mais l'état de délitement dans lequel nous sommes en France sur les questions d'autorité fait qu'on n'arrive même plus
à parler de ces sujets et d'aborder les conditions dans lesquelles se passent les contrôles de façon sereine. Ça aussi, c'est dérangeant, c'est grave. On a juste Bruno Bartocchetti qui est avec nous, secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Vous deviez intervenir dans quelques instants sur un autre sujet. Forcément, le refus d'obtempérer, on en parle beaucoup, souvent, enfin ces derniers temps, ça tire. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Lorsqu'on a un policier qui sort son arme, c'est qu'il se sent menacé ou en danger. Donc en fait, c'est ce que vient de dire le préfet de police. Voilà. Lorsqu'on regarde cette vidéo qui dure 3 secondes ou 4 secondes, elle ne peut pas réduire la procédure en l'état. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des circonstances qui vont déterminer ce qui s'est passé exactement. Si le policier avait son arme à la main, on sort très rarement notre arme, c'est lorsqu'on se sent menacé ou en danger. Alors, je vais aller même plus loin. La vidéo vue sous un autre angle vous donnera aussi un regard différent. C'est ça qui est important. Je crois que le juge ne va pas s'arrêter sur cette vidéo pour prendre la décision. Et il faut raison garder, mais vous l'avez, ne tirons pas de conclusion trop rapidement sur l'action du policier. Mais Bruno, moi je tire pas de conclusion. Je dis juste Françoise, que on va parler les autres. Pardon, Françoise. Il faut voir toute la séquence. Vous avez totalement raison. En amont et après. 100% d'accord. Mais on ne peut pas mourir dans ce pays parce qu'on refuse de s'arrêter un barrage de police. Mais écoutez. Mais François, d'arrêter cette évidence, quoi. Vous ne l'avez pas, la mais si je l'ai. Mais vous focalisez uniquement sur la mort de ce jeune délinquant. Sérieusement, je focalise sur la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de perdre la vie, Philippe? Sérieusement, dis-moi, donne-moi. Voilà, d'accord. Il est regrettable qu'un jeune homme de 17 ans ne soit pas fichu de s'arrêter à un contrôle. Et la suite, c'est quoi? C'est QFD, ça vaut mort? Ça veut dire qu'on ne démarre pas en menaçant ça les dépend des conditions dans lesquelles se passent les choses, c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il les a menacés? S'il vous plaît, d'abord on ne sait pas grand-chose, on n'a qu'un bout de la vidéo et vous imaginez bien que si ce gamin met en danger la circulation, les gens d'autres personnes, et s'il écrabouille votre grand-mère Françoise, forcément vous n'aurez peut-être pas mettre la même façon. Non, mais moi je veux pas d'argument comme ça. Mais c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Françoise. Même pas à 10 km/h. Écoutez, moi je veux bien. Quand on démarre, c'est pour rouler plus vite. Mais quand on écoutez, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Nous n'en savons rien. Je dis juste que vous vous focalisez sur la mort. Je prends les mêmes arguments que vous, bien sûr. Mais moi, je vous dis qu'on se focalise uniquement sur la mort. Mais oui, on se focalise sur la mort parce que c'est quand même ça le seul résultat. Juste un petit point de détail, si vous le permettez. Allez, on a très peu de temps, on est très en retard. Très rapidement, lorsqu'on regarde la vidéo, immédiatement on en tire des conclusions. On ne sait pas si, par exemple, ce jeune était armé. Voilà, vous restez avec nous. Prenez une pastille, Françoise, pour la gorge. Mais si, mon petit chat. Allez, restez avec nous. Dans un instant, la suite des vraies voix. C'est ça aussi, les vraies voix. C'est du désaccord et c'est aussi du débat. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, vous les avez entendues, les vraies voix, elles ont crié il y a quelques instants parce qu'elles ne sont pas d'accord. Et c'est le principe de cette émission. On s'adore quand même. C'est le principe de cette émission, on a le droit de se gronder les uns les autres, on a le droit d'argumenter du moment que c'est tout à fait respectable et respectueux. Avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Du coup, on n'entend plus Philippe David avec son soutien-gorge et ses ustensiles. Mais quels ustensiles sexuels? Je veux dire, une boule de geisha, tout ça. En attendant, les vraies voix, vous allez pouvoir les déployer, ces vraies voix, puisque c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Et moi je vous incite à dire des trucs. Philippe Bilger, pour vous, Emmanuel Macron semble heureux. Il a trouvé Jean Castex à mettre dans les pattes d'Édouard Philippe. Oui, je crois. Ça n'est pas une pensée originale de ma part. Le quotidien de référence éminemment contestable mais irremplaçable a parlé hier du possible futur présidentiel de Jean Castex, et c'est vrai que l'idée n'est pas absurde, et je pense que lorsqu'Emmanuel Macron a fait une sorte de portrait robot du futur successeur qu'il souhaiterait, en tout cas, il était clairement destiné à Jean Castex et jetait une pierre dans le jardin de ces ambitieux qui le dérangent en étant un peu précipités
précipité. Je pense à Édouard Philippe ou évidemment à Bruno Le Maire. Donc je crois que ça n'est... Emmanuel Macron a probablement... si on peut extrapoler de manière un peu prématurée, a probablement choisi de soutenir la cause de Jean Castex pour 2027. Mais Jean Castex, ce serait quand même fou de penser qu'Emmanuel Macron va lui faire le moindre cadeau. Il y a des gens qui parlent d'ustensile, ça s'appelle un instrument, là, vous voyez, c'est un instrument de perturbation, c'est un instrument pour continuer, bien sûr, à perturber le jeu politique. La réalité, c'est vraiment, il faut bien se comprendre que c'est terminé pour Emmanuel. Ça va durer longtemps, 4 ans, mais c'est fini. Et on ne mesure pas à quel point c'est difficile pour un président de la République de savoir qu'il y a une fin. Vous comprenez? Donc, ça va être de pire en pire comme ça, la manipulation pour être encore le maître du jeu, mais ça va atteindre son summum dans 2 ans. Donc, autant nous habituer. Aujourd'hui, c'est Jean Castex. Demain, ça sera François Bayrou s'il est blanchi. Tout ça, c'est de la manipulation au petit pied. Ça n'a aucune importance si vous croyez que les Français vont élire Jean Castex. Alors, sérieusement... Non, mais c'est surtout que les Français, ils attendent autre chose là, que des ils attendent des solutions pour leur quotidien. 2027. Et pas de la manipulation, oui, voilà. Mais bon. Pas 2227, 2027. Déjà, si Jean Castex arrive à améliorer la RATP, ça sera... il le fait. Ah ben, ça voit que vous ne prenez pas souvent le bus et le métro. Ah ben alors, vous trouvez que ça s'améliore. Mais c'est très dur. Allez, donc, les amis, Françoise de Gois, Emmanuel Macron parlerait des Français en les appelant Jojo. Oui, c'est un édito excellent du Monde de notre amie Solène de Royer qui a toujours de très bonnes informations. Ça a l'air complètement anecdotique comme ça, mais elle rapporte que dans les conversations, le président, en réalité, a trouvé le maître étalon de ce qu'il appelle le français moyen, c'est Jojo. Et donc, comme il avait Joe the Plumber, Joe le plombier dans la campagne américaine. Bien sûr, c'était ça déjà aux États-Unis, mais donc là c'est Jojo. Il avait déjà utilisé Jojo pendant les Gilets jaunes, quand je pense que Jojo le gilet jaune, on le traite mieux que n'importe quel ministre. Donc voilà, c'est Jojo. Alors, on peut dire ce qu'on veut, oui, c'est pas grave, etc. Mais ça dit encore, ça continue de construire toujours ce personnage. Il y a une forme toujours presque de mépris de classe. Est-ce qu'on lui ferait ce procès d'intention ou pas? Je n'en sais rien. Moi, je crois que c'est pas du tout un procès d'intention. Je pense qu'il y a un mépris profond de classe. Il devrait se méfier parce que lui-même, finalement, est un provincial qui est monté en graine, si vous voulez. C'est une sorte de provincial parvenu, Emmanuel Macron. Il n'y a pas forcément un caractère élitiste dès le départ. Je trouve que cette façon d'être, de parler, continue de construire ce personnage assez désagréable. C'est très gauche caviar. Dont on sera très content qu'il s'en aille. Non, c'est pas gauche caviar. Est-ce que c'est si dénigrant que ça, Jojo? Moi, je trouve ça de dire mon Fredo, Jojo. Alors tout dépend comment on l'analyse, mais le risque, Cécile, c'est que maintenant tous les ministres l'imitent et ils se demandent comment parler à Jojo, de sorte que je confirme ce que je disais tout à l'heure, le président lui-même n'existe plus. Non, c'est ça, c'est la valeur de l'exemple. Enfin, on attend du respect, on demande aux concitoyens d'être respectueux vis-à-vis des uns et des autres, de l'autorité. Et l'exemple qu'on donne, c'est la petite phrase, le petit mot qui blesse. Toujours. Voilà. Et donc non, c'est une forme de mépris. Ça peut être un mot affectueux, non? Mépris. Non. La façon dont Solène de Royer, lisez-le dans Le Monde, le raconte. Moi, je suis comme vous. Là, j'étais pas dans un a priori, mais la façon dont elle le raconte, déjà Jojo le gilet jaune, c'était extrêmement méprisant, mais ça s'empile sur la somme de petites phrases. Pardon. Le tour de table, il nous reste 1 minute. Le tour de table de Sophie Gauguin, c'est Emmanuel Macron à Marseille. Non, mais je vois que Emmanuel Macron fait l'unanimité contre lui autour de cette table aujourd'hui. Le déplacement de Marseille en est encore un exemple. C'est pas ce que dit Roselyne Bachelot. Non, mais c'est un énième plan de communication qui ressemble beaucoup, au grand débat. Je vais sur le terrain. Moi, franchement, je trouve qu'il est très clientéliste parce que moi qui suis maire d'une commune rurale où on nous explique matin, midi et soir qu'il n'y a plus d'argent pour aider les territoires. D'abord, c'est une forme d'inégalité dans la stratégie d'aménagement du territoire. Je pense que le Sud mérite plus que Marseille. Enfin, il y a des vraies stratégies vraiment à développer sur un niveau beaucoup plus large que Marseille. Que les régions sont en cela de bons interlocuteurs pour porter des politiques structurantes. C'est très clientéliste. J'aime pas du tout la façon
façon dont il utilise Marseille et ce forme d'électorat à des fins personnelles peut-être. Je ne comprends pas d'ailleurs cet attrait de Marseille. On a beau m'expliquer qu'il aime Marseille, qu'il aime l'OM, etc. Je ne comprends pas cette façon de s'être positionné sur cette ville qui, dans les ordinateurs de communication, doit rassembler tous les critères adéquats pour qu'un président puisse faire de la communication. Je ne comprends pas. C'est très organisé. On a bien vu à quel point ça avait énervé le maire de Marseille, cette manière dont c'était organisé, en plus Payan n'en peut plus, ultra contrôlé. Oui, ultra contrôlé, les habitants qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Je vous dis pas, on regardera le côté policier, mais c'est délirant la façon dont... C'est des villages Potemkin construits pour Emmanuel Macron, c'est dingue. Eh ben voilà, c'est 3 coups de gueule aujourd'hui chez nos vrais voix. Dans un instant, le coup de projecteur des vrais voix, et on va revenir sur cette question, la collecte des amendes pour les consommateurs de cannabis par les policiers. Est-ce irréalisable? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est à tester? Pour l'instant, c'est irréalisable à 63%, c'est dangereux à 26%, et puis après, on tombe. Pour le reste, c'est une bonne idée 6%, c'est à tester 5%. Voilà, on va en parler dans quelques instants, et bien entendu 0826 300 300. Bruno Bartocchetti sera avec nous, secrétaire national unité SGP Police Force ouvrière pour la région Sud, justement. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du off. Vous savez, c'est comme finalement au Festival de Cannes. Il y a le in et le off. Voilà, c'est ça. Avignon, pardon. Et il y a le if aussi. Et il y a le if. Et ben vous, c'est vous le if. C'est vous. En tout cas, Philippe Bilger est là, et avec Françoise Degois et Sophie Gauguin, et vous, 0826 300 300. Baptiste, bien entendu, est avec nous. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour lutter contre le faible taux de recouvrement des amendes, aujourd'hui inférieur à 35%, Emmanuel Macron a donc annoncé dans le journal La Provence que les amendes visant les consommateurs de drogue pourront être immédiatement payées en carte bancaire ou en liquide. D'ici la fin de l'été, les agents vont donc être équipés de 5000 terminaux de paiement, Philippe. Oui, un dispositif qui soulève bien des inquiétudes, surtout pour les syndicats de policiers qui dénoncent une fausse bonne idée et critiquent un dispositif plus que contraignant tant pour les policiers que pour les gendarmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irréalisable? Est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on imagine mal les policiers avec beaucoup d'argent liquide avec eux, ils pourraient se faire braquer, qu'on le veuille ou non. Ou est-ce que c'est une bonne idée ou une idée à tester? Pour le moment, vous pensez que c'est irréalisable à 62%, 2 dangereux à 26%. Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Une réaction déjà. Bruno Bartocchetti est avec nous, secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, est-ce que rajouter encore une activité à ces policiers, est-ce que c'est de bon augure? Alors, depuis qu'on en parle, ma chère Cécile, je suis très minoritaire depuis 48 heures là-dessus. Je considère que dans un monde de la sécurité qui est très faible, parlons net, il y a ce début de bonne volonté n'est pas absurde. Prétendre faire payer tout de suite l'amende, en soi, ça n'est pas une mauvaise idée. Oui. Mais à peine et je dis cela, je crains d'être contredit et je vais l'être, mais surtout, je vois là une dérive française très paradoxale. C'est-à-dire que quand les choses font mal, au lieu de confier les tâches qui conviennent aux gens qui doivent les exercer, on les confie à des gens dont ça n'est pas le métier naturel. Autrement dit, le policier va devenir percepteur, même si c'est mieux que rien par rapport à la faiblesse générale, ça n'est tout de même pas le rôle du policier en tant que tel. Donc c'est contre en fait. Non, donc tu viens de détruire ton argument. Non, mais t'es un peu malade en fait. Non, mais parce que c'est tout de même moins idiot que ce qui existait avant. Mais l'idée de faire payer tout de suite une amende. Mais c'est débile. Non, mais excuse-moi. Non, mais en quoi est-ce que non, mais je sais bien que tu as construit un prisme autour de l'intelligence d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans cette proposition débile? C'est mieux de faire payer une amende tout de suite. Mais est-ce que tu les vois les policiers avec le terminal de
carte bancaire, ils sont accablés de boulot, ils sont accablés de garde à vue, ils sont accablés de renseignements. On va en parler d'ailleurs. Ils sont avec les cartes bancaires, avec du cash. Et les non, mais on ne demanderait pas mieux que d'y croire. Hein, non, mais c'est grotesque. Je pense que dans la réalité des faits, ce n'est pas tenable, en plus de tout ce que nous allons les policiers ont à gérer. Un spécialiste. Avant cela, un petit message. Un commentaire très drôle d'un auditeur fidèle qu'on salue, Jackie Bordage, qui nous écrit sur Twitter. Je propose également qu'ils endossent la fonction d'huissier de justice pour les expulsions, conducteurs de train en grève, dépanneurs de caisse au péage d'autoroute et pompiers pour les incendies criminels. Bravo Jackie, il a tout dit. C'est Bruno Bartocchetti. Alors justement, cette nouvelle mesure, est-ce que c'est leur rôle d'être le percepteur public? Vous avez votre terminal avec vous? Est-ce que vous avez la monnaie? J'ai quand même besoin de 100 balles pour mon amende. Mais c'est très important ce que vous dites. Effectivement, c'est pour nous irréalisable et même dangereux parce qu'on va se retrouver dans des endroits très sensibles et on va passer du temps à demander le paiement d'une amende. Ça peut être un conflit. À des gens qui n'ont peut-être pas de carte bleue du tout, surtout. À des gens qui n'ont souvent pas de carte bleue. De toute façon, il faut savoir qu'en France, il y a déjà plus de la moitié des amendes qui ne sont pas payées. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous de faire ce constat. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est vrai que notre société est bien malade avec de plus en plus de consommateurs et on nous demande à nous d'être médecins, mais on va au-delà du terminal. Parce que si on nous paye en espèces, on doit avoir aussi un détecteur de faux billets. Ah oui. Voyez et puis il y a une suspicion qui va être faite à l'endroit des policiers. C'est à quel moment ils vont rendre l'argent. Est-ce que ils vont pas simuler des vols? Donc c'est ça. Vous ferez des notes comme le restaurant. La suspicion va être faite sur nous et puis ça va être aussi des sujets d'outrage. Ça va être des. Enfin, franchement, c'est vrai que ça a été dit. On n'est pas les agents du fisc. On doit tenir notre rôle. Je pense qu'il devrait, maintenant du président de la République, peut-être nous montrer comment il faut faire. Ça sera déjà pas mal. Et puis la seconde chose, c'est de donner les moyens, peut-être, si on veut taper dans le portefeuille, saisir la voiture des voyous qui ne peuvent pas justifier la provenance. Vous restez avec nous. 0826, on va revenir sur ces mesures. Baptiste, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Allô, Baptiste? Baptiste. Ah pardon, j'avais coupé le son pour pas... Merci, c'est agréable. Excusez-moi. Votre réaction, Baptiste. Le truc à dire, je suis désolé. Baptiste, sur cette réaction sur cette proposition d'Emmanuel Macron de faire payer en liquide ou par carte bleue les consommateurs de drogue. Eh bien écoutez, permettre à des policiers de recevoir des amendes en espèces, je me demande si on ne tient pas là tout simplement l'idée du siècle en fait. Voilà, excellent. C'est le génie dans la bouteille qui a frappé encore. Il est tellement génial ce Macron. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus belle, illustration de la fin du macronisme que cette idée absolument exceptionnelle. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis ébahi par une telle proposition. Non mais c'est vrai, il a raison. Mais c'est vrai que ça pose une question, ça pose une pression. C'est-à-dire que des policiers dans la rue avec du numéraire, enfin avec du liquide. C'est une cible, soyons clairs. C'est quand même assez compliqué parce qu'après avoir récolté de l'argent en espèces, on va nous appeler sur des missions urgentes et puis on va faire, on va travailler comment? Ce n'est pas réalisable et j'insiste bien sur le danger de ce genre de mission. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les pistes sont intéressantes et c'est vrai qu'on doit aussi gêner les consommateurs, on doit les empêcher de venir dans ces cités. Qu'on donne les moyens peut-être au fisc de travailler et de récolter toutes ces amendes impayées et on doit se donner d'autres moyens. Macron a parlé de renforcer des services d'enquête. Je crois que c'est ça la priorité. Dans le réseau de stupes, on doit travailler essentiellement là-dessus. Le reste de gêner les consommateurs, ok, c'est très, très intéressant parce que moins de consommateurs dans des cités, c'est la paix qui peut revenir pour la population. Mais nous, on nous demande d'être tout en même temps, c'est compliqué. Je voudrais vous poser une question, Bruno Bartocchetti. Vous êtes responsable de la région Sud. La région Sud, il y a Marseille. On sait bien qu'il y a beaucoup de trafic de cannabis à Marseille. Vous, les policiers, vous mettez beaucoup de PV à des consommateurs, ce que vous, en langage de policier, vous appelez les chiteux. Le type que vous trouvez avec une barrette dans la rue, vous mettez systématiquement un PV. Ou est-ce que ça a été une mesure un peu, vous me passerez l'expression, poudre de perlimpinpin? Alors, je ne dis pas qu'on en met beaucoup, mais à partir du moment où on constate l'infraction, on la relève. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne fait pas notre travail. Mais notre priorité, de toute façon, c'est simple, on est priorisé sur toutes les missions. Et c'est normal. Les violences sur personnes vulnérables, c'est une priorité. Les rodéos, ce sont une priorité. Démanteler les réseaux de stupes, ce sont des priorités. En fait, tous les délits sont des priorités en fonction de l'actualité. Et ça démontre encore une fois, et on l'a à travers ce message, qu'on est hyper
politisé, enfin en tout cas qu'on est pris dans un étau politique et de communication. J'ai une question, moi, Bruno, très vraiment basique. La mesure est adoptée? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va vraiment être mis en place ou vous pouvez l'arrêter? Parce que là, on sombre, je le redis, pour moi, on est au summum du grotesque. Déjà, visiblement, il y a déjà 5000 terminaux qui sont mis à disposition. Donc ça veut dire que c'est dans les tuyaux et que vous n'arrêterez pas cette chose-là? Alors moi, en tout cas, en tant que syndicaliste, je n'ai pas le pouvoir de l'arrêter, puisque voilà. Mais j'ai bien cru comprendre qu'on prenait cette voie et que très rapidement, à la rentrée en tout cas au plus tard, on va être doté de terminaux pour travailler ainsi. Donc c'est fait, ça y est. Ben je le comprends comme ça. Ça a été en tout cas déterminé comme ça. Que d'avoir les décrets qui vont tomber. Chacun son tour. Vous évoquiez qui était justement de pratiquer des saisines de biens directs pour se payer sur les trafics, et à chaque fois ça a été retoqué. Alors qu'en fait c'est de prendre directement à la source de comme des ATD comme les impôts. Ces propositions sont faites dans le cadre de la loi, de débats sur la sécurité. Elles sont systématiquement écartées par le gouvernement, alors que je pense que ce serait la meilleure manière et de vous aider et en plus de juguler un phénomène croissant. Toutes les pistes sont intéressantes dans le travail, mais la priorité, n'oublions pas, c'est quand même le dealer, le réseau qu'on doit démanteler. Et c'est là où on doit se donner les moyens à l'international. Vous savez, on parle beaucoup d'enquêtes judiciaires. Oui, mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de réseau. Oui, c'est pour cette raison que, vous savez, il y a quand même un sujet important. Est-ce qu'on parle beaucoup de prévention en matière de communication télévisuelle, par exemple? Est-ce qu'on sait ce qu'on se met dans le nez quand on prend la cocaïne? Voilà. Est-ce qu'on donne les moyens aujourd'hui? Je préférerais franchement qu'on donne les moyens aux flics d'aller dans les établissements scolaires. Ça doit, là aussi, ça doit pas être non plus. Ça demande beaucoup de moyens en effectif. Mais si on veut se donner les moyens, on aura cet enjeu-là pour expliquer vraiment ce qui peut se passer quand on prend régulièrement de la cocaïne et les dégâts que ça peut faire. Ça, c'est une piste très très importante. Elle est complètement écartée. Ensuite, je suis pas sur la planète bisounours. C'est pas ainsi qu'on va résoudre le problème des stupes. C'est comme on le disait, c'est taper dans le portefeuille des voyous, travailler sur l'international, donner des moyens aux enquêteurs vraiment qui ont du mal à bosser, et la présence policière sur le terrain, ça c'est important pour pouvoir sécuriser, accompagner la population qui se sent en danger. Je crois que ça doit... Pardon. Non, surtout que ça n'est pas qu'un phénomène des villes. Absolument. Je suis maire dans la campagne. Le trafic se fait aussi de façon très isolée dans les campagnes rurales de France. Je veux dire, il ne faut pas je vous le confirme, on parle beaucoup de Marseille parce qu'il y a beaucoup de règlements de compte. Mais toutes les villes, les grandes villes, les villes moyennes importantes et le monde rural aujourd'hui sont touchés par ce phénomène-là qui est grandissant. Et c'est vrai, si c'est une idée de Gérald Darmanin, alors qu'il était créateur de la ou si c'est une de ces idées que le président de la République affectionne, qui lance comme ça, en général, sans en parler au ministre. Mon sentiment quand même, c'est que, étant donné la psyché de Darmanin, la façon quand même dont il affectionne quand même la police et le respect qu'il a pour ses hommes, je ne peux pas imaginer Gérald Darmanin ayant une idée aussi saugrenue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va pas avec le personnage. Je dis pas qu'il va la démentir en disant c'est le président, regardez-le, c'est lui. Mais je ne crois pas du tout une minute que Gérald Darmanin... Enfin, Gérald Darmanin, je le critique beaucoup, mais je pense quand même qu'il connaît son ministère, il connaît ses besoins, et il sait très bien que plutôt que de faire cette espèce de truc complètement idiot, 5000 terminaux, je ne sais pas combien ça coûte, mais affecter ça à un service d'enquête, ne serait-ce que pour que les enquêteurs puissent prendre des billets d'avion, puissent voyager dans des conditions à peu près normales pour aller travailler avec leurs collègues à Rome, à Budapest, à Prague ou à Londres, ça a quand même plus de sens, je sais pas. Bruno Bartoschetti, est-ce que ça veut dire que le soir ils devront faire le décompte, forcément, donc ça veut dire qu'il y a du travail en plus? Administrativement. Vous me l'enlevez de la bouche, j'allais ajouter justement que le policier va devoir passer du temps dans un hôtel de police pour administrativement appliquer en fait le travail qu'il a fait dans la journée à travers ses amendes. Donc c'est moins de monde dehors, et c'est ça qui est dangereux dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire que d'un coup on va retenir le policier finalement dans un hôtel de police pour faire son compte. Mais je me pose une question, vous avez peut-être la réponse en tant que syndicaliste policier. Il y a beaucoup de consommateurs de cannabis notamment qui sont des mineurs. On sait qu'il y a des dealers qui vont à la proximité des établissements scolaires. C'est un secret pour personne. Comment est-ce que vous allez gérer ça avec les mineurs? Parce que les mineurs, ils prennent des amendes aussi, mais là, vous allez demander aux parents comment vous allez faire. Voilà, alors c'est sur place qu'on va devoir relever l'amende, et lorsque le contrevenant mineur ou pas, parce qu'il nous dira écoutez, j'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va lui remettre c'est encore une annonce en dehors de la réalité de la vie. Qui va régler? J'ai envie de dire, alors même si on va considérer que c'est pas un citoyen honnête. D'abord, c'est combien l'amende?
Là, on est sur 200 €. 150 € si c'est immédiat, 200 € si... et 450 € si on paye dans les plus de 45 jours. Voilà, c'est ça. Seulement, quand on va vous dire, mais écoutez, j'ai pas d'argent sur moi, mais qu'est-ce qu'on fait? Celui qui va payer, c'est celui qui saura, même si on va considérer que c'est un délinquant parce qu'il veut acheter du cannabis, ben c'est la personne honnête qui va payer immédiatement. Mais vous avez 3/4 des personnes n'ont pas d'argent sur eux, ou en tout cas n'auront pas leur carte. De toute façon, ils l'auront pas, parce qu'ils auront bien compris comment détourner le système. Et puis ils n'ont pas envie de se déplacer dans des cités avec leur carte bleue, leur papier pour acheter. Hein. J'ai quand même une question, parce que je trouve que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Ça peut générer des conflits et d'outrage à agent en mode insulte, espèce de flic ripou, et toi tu réponds, etc. Ça, moi je pense que c'est peut-être ça le principal problème. C'est exactement ce qui risque de se passer, qui va se passer si on applique cette mesure. C'est indéniable, et on aura bien sûr, on sera accueillis aussi par justement les réseaux de stupes qui seront autour de nous pour nous faire partir encore plus vite. Quand on intervient dans des cités, il faut aller très très vite. Lorsqu'on a un contrevenant en face de nous, on va passer du temps et on va s'exposer, on va se mettre en danger. Déjà d'une, et la deuxième, le contrevenant ne souhaitera évidemment pas, dans la plupart des cas, se faire contrôler, et ça va dégénérer, on le sait. Et à la sortie, on expliquera que le policier va provoquer dans les cités et qu'il est responsable de la violence. Voilà ce qui va se passer. Ou même la mauvaise foi absolue, le gars dira qu'il a payé. Oui, aussi, voilà, on va nous traiter de ripoux. Oui, c'est le problème aussi. Ça rajoute une culpabilité sur les policiers, de dire ils ont de l'argent liquide sur eux, ça devient des pourris, ça devient tout ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et on est en permanence en train de se justifier. On est une profession, on se justifie en permanence. Et je peux vous le dire sans langue de bois, l'IGPN, lorsqu'elle travaille sur nous, on peut se poser la question on peut se poser la question si elle ne travaille pas à charge. Vous comprenez? C'est très très fatigant pour l'ensemble de la profession. Allez, 0826 300 300, direction les Yvelines avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Olivier. Bonsoir Olivier. Merci de prendre. C'est une question parce que justement, comme il y a des personnes compétentes là sur le plateau, c'est rare. Non, mais on est dans un pays où il y a séparation des pouvoirs et des fonctions. Et pour moi, ça veut dire qu'on va présenter on va demander immédiatement à un contrevenant, puisqu'il faut appeler, de payer quelque chose sans qu'il ait la possibilité de contester, sans qu'il ait la possibilité de faire... Normalement, il me semble que la police, elle a son rôle de police, mais la perception, c'est pas la police qui émet les amendes, qui les perçoit, c'est le trésor public. C'est un vrai truc. D'un point de vue légal, j'ai un problème là. J'aimerais savoir si vous avez la même analyse. Bruno Bartocchetti, oui. Je trouve cette réflexion très intéressante. Lorsque vous faites flasher, vous avez 30 jours pour contester ou 15 jours pour contester votre amende. Et c'est vrai que là, nous, on n'est pas là. Pas dans cette réflexion lorsqu'on intervient en flagrant délit. Là, en plus, oui. Pardon. Oui. Vous faites que du flag. Voilà. Et c'est vrai que là, à partir du moment où le contrevenant paye, il n'a plus moyen de contester puisqu'il reconnaît la faute. Bon, après, très sincèrement, il aura du mal aussi à contester, bien sûr, cette infraction. Mais enfin, c'est vrai que dans le droit, on peut se poser cette question. Non, mais vous imaginez la scène, descente de policiers ultra rapide pour serrer des dealers. Ok, ils en attrapent un, ils attrapent 2 consommateurs. Et là, d'un seul coup, le film s'arrête. Vous voyez le film. On s'arrête, on met sur pause, et là les types sortent le bordereau de réception, reçu tant d'argent. Mais c'est non mais sérieux, mais qui a réfléchi à un truc pareil? Non mais franchement. Il y a vu comme ça, c'est un peu la grande vadrouille. Non mais t'es pas d'accord? Sans compter que tu vas te faire caillasser par les mecs qui sont au 3e. Tu peux te prendre un pruneau. Vous savez ce que ça va développer? Ça va développer également ce qui existe déjà, les Uber Sheet et les Uber. Mais ça existe déjà, donc ce sont les vendeurs qui vont se déplacer, qui vont aller vers les consommateurs, et c'est là où on peut justement ce qu'on retrouve actuellement, des règlements de compte, parce que le vendeur va aller dans un territoire qui ne sera pas le sien. Donc la priorité des priorités, même si aujourd'hui on parle de ces contrevenants, enfin de ces consommateurs en infraction, la priorité de priorité, franchement, c'est de donner les moyens aux enquêteurs. Lorsque le président de la République annonce 25 enquêteurs de plus à Marseille, il en faut 4 fois plus, pour pas dire 5 fois plus, et on pense souvent PJ, c'est les
les arrondissements de Marseille qui doivent avoir des enquêteurs pour travailler. C'est comme ça qu'on va... Alors toutes les solutions sont intéressantes à prendre, mais le consommateur, si on doit le gêner, en tout cas, c'est pas nous policiers qu'on doit le faire à travers ce rôle d'agent du Trésor public. Vous avez une idée de ce que pense Darmanin quand même de cette idée? C'est pas possible que Darmanin valide un truc comme ça. Il m'a pas confié son secret. D'accord. Non, mais vous n'avez pas des retours... Est-ce que vous pouvez dire non? Est-ce que vous pouvez dire non en disant c'est pas possible? Vous savez, à partir du moment où ça va s'appliquer, le policier donnera remonter des informations. Voilà, travaillera sur d'autres priorités. Mais si à un moment donné, parce qu'on en est là aujourd'hui, parce que vous me parlez de Darmanin. Mais il va y avoir une politique de chiffres, j'imagine. Exactement. Vous me parlez de Darmanin, moi je ne vais pas non plus aller que dans son sens. Il est aujourd'hui, lui aussi, comme tous les ministres, dans la culture de résultat. Si à un moment donné, la volonté politique, c'est d'avoir du résultat, bien la pression sera mise sur les policiers pour qu'ils fassent ce genre de travail. Et malheureusement, même si on se donnera et même si on se donne des priorités, c'est pas impossible que de temps en temps on soit obligé d'appliquer cette règle. Merci beaucoup. Il peut arriver que la contestation sur la police judiciaire a freiné les choses tout de même. Oui, alors après, il y a, vous savez, le sujet, je ne sais pas si on aura le temps, mais le sujet, c'est pas la réforme de la police judiciaire, c'est la réforme de la police nationale. C'est pour cette raison qu'on a été enfermé avec la police judiciaire. Moi, je pense à la souffrance de tous les enquêteurs. C'est 25 000 dans notre corps, c'est 25 000 enquêteurs de toutes les directions confondues qui sont en souffrance. Merci beaucoup, Bruno. Merci Bruno. Hein. Ouais, merci beaucoup. On est super contents. Secrétaire vraiment. National SGP Force Ouvrière pour la région Sud. Merci, vous revenez quand vous voulez, Bruno. Avec vous êtes notre invité. Dans un instant, une réaction sur au 0826 300 300. On fait une petite pause gâteau le Creusois. Merci Jérôme Laverny. Et on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La dernière. Bon, voilà. Mon Dieu. La dernière ligne droite. Voilà, je vais y arriver de cette émission. Toujours avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Et bien entendu, on a gardé Bruno Bertocchetti avec nous et 0826 300 300. Jean-François qui voulait réagir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir à vous, merci de me donner la parole. Avec plaisir, vous nous appelez de Valence, jolie ville, Valence dans la Drôme, c'est très beau. Valence. Provençal, quasiment. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agriculteur. Ah, magnifique. Très bien. Et dans quelle production? Voilà, merci. Vous avez des ustensiles? Oui. J'élève des cochons. Magnifique. Et bien, il y en a plein la pièce ici. Venez donc. Ça y est, on commence à avoir les yeux qui brillent avec Philippe David, avec Port-Noir de Bigorre, tout ça. Plus sérieusement, Jean-François, vous vouliez réagir sur notre premier sujet sur le hijab? Oui, non, mais je voulais pas dire quelque chose de fondamental, mais juste, je trouve que j'avais envie de reprendre une expression de Coluche qui disait je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et en fait, non, par rapport à ça, je trouve qu'on va faire battre des montagnes entre elles sur un sujet qui concerne 0,002% de la population française. Je trouve que c'est dommage parce que ce soit au niveau du Conseil d'État ou au niveau du Café du Commerce, on est capable de s'empoigner avec des arguments qui à chaque fois tiennent la route dans un sens comme dans l'autre. Et je trouve que c'est dommage parce que, en plus, de toute façon, que l'on soit contre ou que l'on soit pour, le fait de porter ce débat sur la scène médiatique, en fait, on donne le point aux identitaires et aux communautaristes, quels qu'ils soient. Et je trouve oui, que mais il faudra bien prendre une position, c'est ça le problème. Je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'on donne le point aussi aux identitaires qui nourrissent ce débat publicitaire. Non, mais moi, je voudrais un acte militant. Poser la question à Bruno parce que ça m'intéresse, spécialiste des quartiers. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de l'hijab sur un terrain de foot? Vous, en tant que syndicaliste policier, vous ne pouvez pas réagir théoriquement. Non, mais c'est intéressant. Allez, avant... Ça va être difficile pour moi de vous répondre. Philippe Bilger. Non, je voulais demander à notre auditeur, si Jean-François, vous ne trouvez pas que la volonté de porter le hijab sur un terrain de foot, ça peut relever d'une volonté politique? Oui. Je pense carrément que ça peut relever d'une volonté politique et communautariste, mais j'ai l'impression que tous les sujets en fait que l'on aborde actuellement, que ce soit des sujets qui traitent à l'origine, qui traitent au sexe, qui traitent à la pensée, qui traitent à plein de choses, on réduit tout ça souvent à des phénomènes identitaires et communautaristes, et en fait on est capable de s'entretuer et effectivement sur des choses qui sont quand même
très mineur, mais effectivement, je pense qu'il y a une revendication politique derrière. Et quand on entend l'argument de la personne du Conseil d'État, on sent bien qu'il y a des arguments aussi pour soutenir cette position-là. Je pense qu'effectivement il faut trancher le sujet dans un sens ou dans l'autre, mais faut peut-être pas trop le mettre en avance dans les sujets médiatiques, c'est tout. Merci beaucoup Jean-François. Merci de nous avoir appelés. C'était un plaisir de vous accueillir. On adore trancher le saucisson. Vous qui êtes producteur de cochon, il n'y a pas de problème. Arrêtez, c'est de la corruption à l'état pur. Jean-François, n'écoutez pas ce goinfre. N'écoutez pas ce goinfre. Les cochons sont peut-être moins cochons que ce que les humains le sont en fait. Je vous fais pas dire. En tout cas, ils sont très Et on a des noms, Jean-François, on a des noms. Merci beaucoup. Ils permettent le crime parfait. Merci Jean-François, merci Olivier, merci à tous nos éditeurs qui nous ont contactés aujourd'hui. Merci Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sophie Gauguin. Ce fut un plaisir, ce fut une émission animée comme on les aime, avec des avis qui vous ressemblent. 0826 300 300. Dans un instant, on va revenir sur l'emploi avec Jérôme Laverny. On va vous parler de tous ces emplois dans l'aéroportuaire. Il y a énormément de CV à envoyer et on sera ravis en tout cas de les partager. Restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite.